Qui a décidé de ce que vous alliez manger ce matin? Quelles chaussettes vous allez mettre? Comment vous allez au travail et si vous devez prendre un parapluie ou non? Qui choisit la musique que vous écoutez sur le chemin, les actualités qui apparaissent dans votre fil ou les séries que vous regardez ce soir? Et puis tiens, qui décide si vous visez bien la cuvette aujourd'hui ou si comme d'habitude vous ratez un peu? Vous pensez que c'est uniquement votre décision? Pas si vite, on peut aussi influencer ça. À l'aéroport d'Amsterdam, les hommes rataient trop souvent l'urinoir et la direction devait dépenser plus pour les ménages. Les panneaux tenez-vous bien ou soyez précis ne marchaient pas. Alors à la place, ils ont collé des petites mouches dans les urinoirs. Juste des autocollants, mais les mecs se mettaient à viser dessus sans même y penser. Résultat, 80% de ratés en moins et 10% d'économie sur le nettoyage. J'ai même vu ces toilettes et devinez quoi? Je visais juste. Et là, regardez, on m'a rien dit, pas un mot, mais mon comportement a changé. Et ça, c'est pas un cas isolé, c'est la pointe de l'iceberg d'un gros truc qu'on appelle la théorie du nudge ou théorie de coude-coude. Maintenant, vous allez découvrir comment un simple case précoché peut transformer un pays entier en champion du don d'organes sans convaincre personne. Où finit le coup de pouce et où commence la manipulation? Pourquoi des règles toutes bêtes si à l'heure peuvent prévoir la grossesse, gonfler le prix d'une course ou te faire acheter une housse avec ton oreiller? Comment les recommandations te connaissent sans te connaître? Pourquoi les recos devinent ton prochain clic sans lire tes pensées? Ce que les algorithmes retiennent sur tes habitudes et surtout, comment reprendre la main. Mais comment un petit coup de coude facile à ignorer peut changer le chemin que tu prends? Et pourquoi une fois que tu l'as repéré, tu ne vois plus le monde de la même façon? Regarde ça. Dans certaines villes, des passages piétons peints en 3D donnent l'illusion d'un obstacle. Le conducteur freine instinctivement. Pas besoin de sirène ni d'amende, son cerveau fait le travail avant même qu'il y pense. Même logique pour ces escaliers transformés en piano à Stockholm. Quand chaque marche joue une note, les gens préfèrent grimper que prendre l'escalator. Parce que c'est fun, parce que l'option effort devient l'option plaisir. Alors si un dessin peut changer un geste, qu'est-ce qu'un formulaire peut faire à une nation entière? Regarde le don d'organes. Dans certains pays, tu es donneur par défaut, sauf si tu refuses. Dans d'autres, tu ne l'es pas, sauf si tu t'inscris. La différence? Des écarts énormes d'acceptation. Le statu quo nous tient. Si ne rien faire veut dire accepter, la plupart d'entre nous ne feront rien. On retrouve ces coups de pouce partout dans nos écrans. Oui, je parle de la bannière des cookies avec son gros bouton tout accepter bien vert et son petit paramétré tout gris planqué derrière 3 clics. Et tu pourrais refuser, tu peux toujours refuser, mais le chemin est plus long et ta patience est courte. Ce nudge-là flirte d'ailleurs parfois avec le dark pattern, quand la sortie est cachée ou fastidieuse. On n'est plus dans le coup de pouce, on est dans la manœuvre. La frontière se voit au degré de facilité à dire non. Et pourquoi ça marche si bien? Parce que notre cerveau adore l'option facile. On prend ce qui est à hauteur des yeux, ce qui brille, ce qui demande un effort en moins. On déteste perdre du temps. On aime fermer une fenêtre qui nous bloque. Le décor devient un courant léger. Tu peux nager à contre-courant si tu veux. Mais si tu fais rien, il t'emporte. Faisons un test chez toi. Pose un fruit bien visible pile à la hauteur de ton regard et cache la boîte de biscuits dans un tiroir. Sans discours, sans post-it moralisateur. Observe ce que ta main choisit en premier. Là, tu viens d'installer un nudge. Tu n'as pas forcé personne, même toi-même. Tu as juste rendu le bon choix plus simple. Important, un nudge n'est pas une sanction déguisée. Changer un prix, bloquer une option, imposer une pénalité, ce n'est pas un nudge. Ce sont des règles, des incitations économiques, de la régulation. Les nudges, c'est l'art d'aménagement du contexte. On parle d'architecture du choix. Comment on te montre les options influence laquelle tu prends. Évidemment, ça pose une question d'éthique. Qui décide quel choix recommander est le bon? Dans l'espace public, peindre une mouche, rendre l'escalier amusant, orienté vers la poubelle avec des empreintes vertes, c'est plutôt positif et transparent. Sur nos écrans, ça se complique. Si refuser les cookies prend 5 fois plus de clics qu'accepter, est-ce que c'est encore un coup de pouce?
ou une trappe. La règle est simple pour s'y retrouver. Un notch propre se voit, se comprend et s'évite facilement. Nos décisions suivent le décor. Si tu changes la lumière, l'ordre, la taille ou la place d'un élément, le choix bouge aussitôt. On regarde ce qui est là-haut, on clique sur ce qui brille, on garde ce qui est réglé par défaut. Résultat, la mise en scène pèse souvent plus que les arguments. Pour mieux décider et repérer ses coups de pouce, puis remet un peu d'équilibre, ralentis, charge l'option cachée ou règle ton propre par défaut. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre un peu la main. D'abord, en repérant ses coups de pouce. Ensuite, en ajoutant nos propres contre-nudges. Mettre du délai, déplacer l'objet tentant, désactiver une notification choisie par défaut, ce qui nous sert. Le but n'est pas de devenir parano, mais d'être conscient. Si le décor parle, écoutons-le avant de répondre. Tu remarques le pattern? Pas d'ordre, pas de sermon. Le décor fait la moitié du boulot. Et parfois, c'est tant mieux. Un bon nudge peut sauver des vies, promouvoir des comportements utiles, rendre la ville plus fluide. Parfois, c'est discutable. Une interface peut pousser à donner plus de données qu'on le voulait vraiment. Alors la question pour la suite. Et quand le décor devient du logiciel? Quand ce n'est plus seulement une mouche gravée ou un escalier musical, mais des lignes de code qui décident ce qui apparaît en premier. Ce qui reste caché, ce qui clignote, ce qui attend, qui tient le pinceau du décor numérique. On passe au chapitre suivant. Des règles simples, des si alors, qui à grande échelle deviennent déjà beaucoup de choses sur nous. Puis, on grimpera sur les recommandations et des modèles qui apprennent les séquences. Mais avant tout, garde cette idée en tête. Plus c'est facile, plus on le fait. Et je vais parler maintenant de ce qui décide, de ce qui est facile pour toi. Vitamine B6, shampoing sans odeur, pommade contre les vergetures, crème hydratante, un paquet de zinc et je suis apparemment enceinte. Du moins, c'est ce que dirait un algorithme s'il voyait un tel panier dans ma commande. C'est exactement ainsi qu'en 2002, un algorithme en ligne a prédit la grossesse d'une fille avant que ses parents ne le prennent. Et en prime, il a envoyé des coupons pour des couches à mail de son père, futur grand-père. Et il a fait ça sans participation humaine. Il regardait simplement les achats de la fille dans le magasin alors populaire Target et a décidé qu'avec un tel panier, on peut que tomber enceinte. Et c'était quel algorithme? L'un des plus simples, si alors, ou en anglais if then. C'est une recette. Si A arrive, alors fait B. Pas besoin de psychologie, de grands discours, juste des déclencheurs, des actions. Et sur des millions de cas, ces recettes simples font des merveilles, jusqu'à le jour où elles se plantent spectaculairement. Prenons un autre terrain, les prix qui bougent. Près de stade, beaucoup de gens demandent une voiture en même temps. Résultat, peu de voitures visibles. L'attente s'allonge, tout le monde relance l'appli et voit le prix grimper. L'algorithme fait deux choses simples. Il monte le prix pour décourager un peu la demande et attire des chauffeurs. Puis il alerte les voitures proches qu'il a une zone chaude. Après quelques minutes, plus de voitures arrivent. Le fil diminue, le prix redescend. Et l'ensemble revient à l'équilibre. C'est de if-then pur jus. Si déséquilibre, alors ajuste. Et quand l'orage est passé, le prix redescend. Tu n'es pas puni, tu es une variable dans une équation qui cherche son point d'équilibre. Même logique sur les sites de commerce. Si article consulté 3 fois en 48 heures, badge stock faible plus rappel email. Si le panier est de plus de 70 €, proposez livraison offerte. Si tu achètes X, suggérez Y. Coque avec téléphone, housse avec oreiller. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intendance fine. Un magasinier invisible qui ajuste l'éclairage et les étiquettes en bon moment. Mais ces règles ont un coût quand le contexte déborde. On envoie un coupon bébé à la mauvaise personne, on affiche stock faible alors que l'entrepôt se met à jour avec retard. On augmente un prix le soir d'un événement de crise et ça choque tout le monde. Les règles comme les panneaux de signalisation marchent très bien sur route droite, mais dans le brouillard, elles peuvent devenir dangereuses. Mais pourquoi on les aime autant ces if-then? Parce qu'elles sont transparentes et rapides. On peut les écrire sur un tableau, les tester, les corriger. Si pluie demain, alors pousser les parapluies. Si match ce soir, alors renforcer les bus. Derrière nos écrans, c'est pareil.
Si tu ne cliques pas après 10 secondes, alors faire apparaître un gros bouton encore plus gros. Tu sens un coup de pouce, ce n'est plus un notch de décor. C'est une règle de conduite. Le petit plus rapporte parce qu'il suit une règle simple. Si le client est déjà attentif, alors propose-lui un ajout facile. C'est de Yves placé au bon moment. Une seconde d'attention, quelques centimes de coût et la case grimpe. Et pourquoi ça marche? Parce que l'effort est quasi nul. Un clic, une case, un oui rapide. Répétez des milliers de fois, ces micro-règles forment exosquelette des revenus. Un cadre régulier qui cadence les ventes comme un métronome. Ce que ça change pour toi, laisse l'option au moment où la personne décide déjà. Garde un prix clair et un retrait simple. Et côté client, si tu veux garder le contrôle, ralentis d'une seconde avant d'ajouter. Et puis, il y a les ratés marrants, ou pas trop. Les filtres trop rigides qui censurent des mots innocents parce qu'ils contiennent une séquence interdite. Les recommandations absurdes parce que la règle a confondu un bug avec les tendances. Ces moments nous rappellent que la réalité a bien plus d'imagination qu'un script. La ligne de partage est simple. Une règle n'essaie pas de comprendre, elle déclenche. Tu peux la lire et dire ok, je vois ce qu'elle fait. C'est son avantage éthique. Elle est explicite et tu peux la discuter, la régler, la couper. Son défaut, c'est sa raideur. Hors de cadre prévu, elle blesse, elle agace, elle devient injuste. Revenons au prix. Certains trouvent ça injuste que le tarif change selon l'heure. Mais pense à un marché. Quand la sardine afflue, le prix baisse. Quand il y en a moins, le prix monte. L'algorithme ne juge pas, il équilibre. La question n'est donc pas est-ce moral que le prix bouge, mais quelle limite mettons à ce mouvement pour rester acceptable? Transparence, plafond temporaire, zone de sécurité en cas de crise. Et là, on sort du code et on entre dans la politique de régulation, le contrat social. Prédire n'est pas comprendre. Les règles ne te lisent pas les pensées. Elles réagissent à des indices visibles. Mais à l'échelle, ça suffit pour paraître devant. Et c'est là le piège. Quand on confond précision statistique et connaissance intime, on se sent violé. Ce n'est pas de l'espionnage télépathique, c'est de l'arithmétique froide. Ce qui n'empêche pas de poser des limites claires sur l'usage de ces règles, surtout quand elles touchent à la vie privée. Qui te connaît le mieux? Toi ou des inconnus qui te ressemblent un peu? Bienvenue dans les systèmes de recommandation. Ici, on n'écrit plus les règles à la main. On t'observe la foule et on te propose ce que les gens comme toi ont aimé avant toi. Imagine une bibliothèque hyper futée. Tu poses tes livres rendus sur le comptoir, elle regarde tes dernières empreintes. Jette un œil sur ce que les lecteurs qui te ressemblent ont pris et te glisse 3 titres. Celui-là devrait te plaire. Le moteur de Reco fait pareil. Il ne lit pas dans les esprits, il combine les indices. Plus tu lui donnes des signaux, like, écoute complétée, achat, plus ses proportions collent. Et si tu lui dis rien, il joue la sécurité. Il te donne des best-sellers et les tendances. Et ce que ça change pour toi? En notant ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, tu éduques ta bibliothèque numérique. Il y a 2 approches simples à comprendre. La première approche, par contenu. T'as aimé un film de science-fiction avec des robots? On te montre d'autres films de science-fiction avec des robots. On regarde la fiche technique des objets, acteurs, tempo, thème, et on te sert des cousins proches. La deuxième approche, par visionnage. On oublie la fiche technique, on regarde les gens. Si 100 personnes te ressemblant statistiquement ont adoré tel album que tu n'as pas écouté, on te le propose. Pas besoin de savoir si c'est jazz, rock ou rap. On suit le floc, le vol des tournants. Souvent, on mélange les deux. On compare les fiches et les voisins, on ajoute du contexte, l'heure, le jour, l'appareil, la météo, les saisons. Le jeudi soir sur mobile n'est pas le dimanche matin sur télé. Le même toi n'a pas envie de la même chose. Problème classique, le démarrage à froid. Si tu es nouveau, on ne sait rien de toi. Si un film est nouveau, personne ne l'a encore noté. Comment recommander dans le vide? On triche un peu, ouais. On te demande quelques favoris, on regarde ce qui est globalement populaire, on glisse des contenus test pour comprendre vite. C'est le moment bonjour, quel type de musique aimes-tu? Ou suis quelques comptes pour commencer. Un autre casse-tête, explorer contre exploiter. Exploiter, c'est te redonner ce qu'on sait et ce que tu vas aimer.
confort, zéro risque. Explorer, c'est te proposer quelque chose de nouveau pour apprendre. Risqué, mais nécessaire. Trop exploiter et tu t'ennuies dans une bulle. Trop explorer et tu te dis l'appli ne me comprend pas. Les bons systèmes jonglent en permanence. Un peu de valeur sûre, un peu de surprise contrôlée. Parlons de critères. Tu crois qu'on optimise les clics? Parfois oui, mais cliquer c'est facile à fabriquer. On peut te faire cliquer avec un titre tapageur, alors beaucoup de plateformes préfèrent viser la satisfaction réelle. Le temps passé à regarder, le fait que tu reviens demain, que tu complètes une vidéo, que tu sauvegardes une recette et que tu la refasses. Comme ma copine, elle ne crée pas des recettes juste pour faire de belles vidéos, elle les crée pour que les gens aient envie de les enregistrer et surtout de les refaire chez eux. Ce sont des signaux plus chers à traquer. Quand on passe du clic au plaisir durable, la qualité s'améliore souvent et le piège à curiosité perd un peu de pouvoir. Mais il y a l'effet boomerang. Les recommandations créent leur propre réalité. Si on met un contenu en avant, il reçoit plus de vues, donc il a l'air populaire. Donc on le remet en avant. C'est la boucle de rétroaction. On peut finir par confondre bon et visible. Certaines équipes ajoutent donc des freins, des quotes d'exploration, des casiers pour contenu rare mais excellent, des boutons pas intéressés très visibles, des audits internes pour éviter que la machine tourne en rond. La bulle d'ailleurs, très discutée, parfois surestimée mais réelle si on n'y prend pas garde. Si tu regardes une seule direction trop longtemps, l'algorithme te tient la lampe dans cette même direction. Tu peux t'en sortir. Multiplie les profils, un pour la cuisine, un pour l'heure, un pour la musique du fond. Appuie sur pas intéressé quand un thème te cave. Suivis quelques comptes dissonantes que tu respectes, mais avec qui tu n'es pas d'accord. Efface l'historique de temps en temps ou part en navigation privée pour réinitialiser une session. Un autre point concret, la calibration. Deux personnes qui regardent chacune 30 minutes n'ont pas eu la même expérience. L'une a découvert 3 choses nouvelles et sourit. L'autre a scrollé par inertie. Le même temps passé ne vaut pas la même chose. Les bons systèmes apprennent à distinguer l'attention volontaire. Quand tu cherches, tu sauvegardes, tu reviens, de l'attention collée quand tu laisses tourner. Et pour toi, la règle est simple. Reprends la main, mets sur pause, sauvegarde ce qui t'a vraiment plu. Dis non à ce qui t'intéresse pas. Tu éduques la machine comme on dresse un chien, clair, cohérente et sans colère. Une bonne réco, c'est un panier varié. On te sert un contenu très proche de tes goûts, facile à aimer. Un pont un peu différent mais accessible, puis une surprise bien choisie. C'est la sérendipité. Tu découvres sans te perdre. Sur le capot, on mixte les tuiles, proche, pont, surprise. On limite les doublons, on injecte du neuf et de la longue traîne, le trésor peu vu. Résultat, tu restes curieux, mais jamais blessé. Et l'éthique dans tout ça? 3 drapeaux à garder là-haut. 1. La transparence. Dis-moi simplement pourquoi tu me montres ça. Parce que tu as mis X. 2. Contrôle. Laisse-moi corriger. Moins de vidéos comme ça, plus de ceci. 3. La capacité à décrocher. Un moniteur, un rappel, tu regardes depuis 2 heures. Un bouton, arrêter les suggestions pour aujourd'hui. Ce sont des garde-fous simples qui rendent la relation plus adulte. Petite astuce d'hygiène personnelle. Écris tes règles anti-bulles. Si je vois 5 contenus sur le même thème d'affilée, alors je change de chaîne. Si une recommandation m'énerve, alors je mute le sujet pendant une semaine. Si je suis vide, alors je ferme l'app et je vais marcher 10 minutes. Tu ne te bats pas contre l'algorithme, tu changes de jeu. Et maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Car au-delà des voisins et des fiches, il existe des modèles qui regardent plus seulement qui tu es et ce que c'est, mais dans quel ordre tu fais les choses. Une suite d'actions raconte une histoire. Comme la musique ou une note appelle la suivante, nos gestes du quotidien suivent des motifs. Les modèles modernes apprennent ces motifs et devinent le prochain geste comme on devine le prochain mot d'une phrase. Les modèles de séquence suivent ton trajet et pas tes pensées. Imagine un GPS. Il regarde les routes que tu prends d'habitude, puis propose la prochaine bifurcation la plus probable. Si tu fais souvent A, B, C, le système suggérera C après B. Pas besoin d'intelligence profonde, juste la forme de ton parcours.
Ce que ça change pour toi, plus ton historique est régulier, plus les prédictions collent. Si tu changes le rythme, les suggestions se réajustent après quelques pas. Commence par un clavier de téléphone. Tu tapes « Je heureux », il te propose « Reviens », « Reprends », « Regarde ». Il ne lit pas ton esprit, il compare ta séquence avec des millions d'autres et joue la note la plus probable. Même logique pour la prochaine vidéo, la prochaine route de ton GPS, le prochain produit dans ton panier. On n'essaye pas de comprendre ton âme, on essaye d'enchaîner correctement. Pendant longtemps, on a utilisé des modèles très simples de façon si cette note, alors la suivante. Des mini-règles qui regardent juste un pas en arrière. Ça marche pour toutes les mélodies droites. Ça se perd dès que la phrase s'allonge. Puis sont venues des mémoires un peu plus futées, capables de se souvenir 3-4 pas en avant. Mais parfois, la note importante était jouée bien plus tôt. Entre alors une idée qui a tout changé. L'attention, c'est du tri intelligent dans ton passé. À chaque instant, le modèle regarde la ligne du temps et met un flot de 2-3 moments qui expliquent ce qui se passe maintenant. Il peut pointer loin en arrière et utiliser plusieurs surligneurs en même temps, plusieurs angles. Ainsi, un petit détail ancien peut peser plus qu'un gros signal récent. En sélectionnant les étapes utiles, la prédiction de la prochaine addiction devient plus juste. Par exemple, tu zappes dès que la chanson ralentit. Après, tu reçois la chanson suivante avec des morceaux plus rapides. Ou lundi, tu cherches la taille 43, vendredi, la boutique met 43 en premier. Ce motif est au cœur des Transformers. Pas besoin de rentrer dans la mécanique, retiens que ces modèles apprennent en devinant le prochain élément d'une suite, prochain mot d'une phrase, prochaine étape d'un clic, prochain morceau d'une playlist, prochaine action dans une app. Ils sont entraînés à prédire, pas à philosopher. Et ils sont très bons pour prolonger les motifs. Tu vois la différence avec si et alors? Les règles sont des interrupteurs visibles, explicites. Les modèles de séquence sont des DJ. Ils sentent le tempo de la salle et enchaînent les pistes suivantes sans te demander la permission. Ils n'ont pas de théorie sur toi, ils ont des fréquences cachées, apprises avec le temps. Quand ce pattern apparaît, il appelle suivant. Celui-là. Attention, c'est aussi pratique pour le long terme. Tu réserves un billet en janvier, tu reçois un appel intelligent en avril, qui tombe bien. Le système n'a pas mémorisé ta promesse. Il a appris que pour des gens comme toi, ce type d'action revient exactement à ce moment-là. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. Ce pouvoir a un prix. L'inertie. Si le modèle voit la même danse tous les jours, il peut te pousser à la rejouer. Tu termines ce que tu as commencé. Tu regardes encore un épisode, tu ajoutes encore un petit extra au panier. La machine confond parfois continuité et envie. Elle optimise la prochaine pas probable, pas forcément la meilleure pour toi. Parlons limites, sans dramatiser. Ces modèles se trompent. Ils hallucinent des suites plausibles mais fausses. Une vidéo sans intérêt, une route plus lente, une proposition hors sujet. Le propre du probable, c'est qu'il n'est pas sûr. Ces modèles copient nos habitudes. Si les données sont biaisées, ils appliquent des biais. Ce qui est fréquent devient prise pour juste. Autre limite, ils expliquent mal leur choix. Tu demandes pourquoi cette vidéo, on te sert une raison propre, parce que tu as vu X. Alors qu'en réalité, c'est un mélange de signaux, des poids dans un clic. Plus on entraîne sur un passé tordu, plus les recours penchent. Plus le modèle est complexe, plus la vraie raison se dissout. Alors comment garder la main sans tout débrancher? 1. Casser la chaîne. Coupe l'autoplay, désactive les relances tout de suite. Enlève les notifications non vitales. Un modèle de séquence perd ses repères si tu brises la cadence. 2. Recalibrer. Cherche activement un truc hors de ton salon. Se sauvegarde-le, interagisse. Tu envoies un signal fort. Nouvelle piste à apprendre. 3. Poser des barrières de temps et d'énergie. Après 22 heures, pas de vidéo longue, pas d'achat après minuit. Tu fabriques ton cadre. Le modèle s'y adapte. Si le but est de maximiser le temps passé, il poussera à l'enchaînement qui colle l'œil. Si le but devient augmenter la satisfaction en 30 jours, il apprendra à te laisser souffler, à injecter de la variété, à proposer des pauses. Le choix de la boussole n'est pas technique, il est éditorial et éthique. Un piège courant, la prophétie autoréalisatrice. Si on décide qu'un scénario est probable, on lui donne plus d'occasions d'arriver. Et on finit par prouver qu'on avait raison.
La parade, c'est d'imposer de l'exploration, laisser une place stable au schéma minoritaire, mais prometteur. Et nous regardons un peu plus loin dans l'avenir. L'avenir des recommandations. Dans cette expérience, on demandait aux gens d'appuyer sur un bouton chaque fois qu'ils avaient envie. Pendant ce temps, les scientifiques observaient l'activité du cerveau. Ils ont remarqué qu'avant chaque appui, cette zone-là du cerveau s'allumait. Au final, en regardant juste cette zone, les chercheurs ont appris à prédire qu'environ une seconde plus tard, vous aurez envie d'appuyer sur le bouton. Et à chaque fois, les prédictions tombaient juste. Oui, il fallait pour ça un énorme casque d'IRM, mais cette expérience a été amenée dans les années 80 carrément. Ouais. Vous voyez comment ça marche aujourd'hui? En mars de cette année, la puce Neuralink d'Elon Musk a été implantée chez le 3e patient. Et voilà, la première joue aux échecs par la seule force de la pensée. Le 2e s'éclate sur CS, le 3e monte de la vidéo. Et cette vidéo-là est littéralement créée par la force de la pensée. Il s'avère que la puce a déjà eu accès aux pensées de ces personnes. Et si à l'avenir, ces mêmes technologies aidaient les algorithmes à mieux nous comprendre, vous êtes d'accord pour un tel futur? Ou peut-être faudrait-il rétrograder et vivre dans le bon vieux monde sans algorithme du tout. Et regardez d'abord à quoi ressemblait ce monde. Pour choisir un livre en 1909, on pouvait acheter l'étagère du 5 pieds de Dr. Eliot. C'est une sélection de 50 volumes proposés par le président d'Harvard. Selon lui, c'est ce que chacun est obligé de lire dans sa vie. Dans les années 20, les films sont devenus à la mode et ils ont eu leurs propres recommandations. L'Oscar. Mais ce n'est que cette année que les jurys d'Oscar a été obligés de regarder les films pour lesquels ils votent. C'est comme ça qu'on a découvert qu'avant, ce n'était pas obligatoire. Autrement dit, n'importe quel membre du jury pouvait monter sur scène et dire « Je n'ai pas vu Anora, mais je la considère comme le meilleur film de l'année. » Et c'est à ce genre-là que vous confiez votre choix. Les algorithmes, eux, n'ont pas de problème de temps ni d'attention. En plus, ils ne recommandent pas du contenu pour un large public, mais ce qui vous convient à vous personnellement. Les systèmes de recommandation ne prennent pas le contrôle de votre vie. Ils vous aident à vous orienter dans l'océan de possibles, parce qu'ils savent ce qui est susceptible de vous plaire. Et ce n'est que le début. Ajoutez à ça les multimodalités, c'est-à-dire le fait que les réseaux neuronaux savent déjà réunir les informations de sources différentes. Photos, sons, votre voix, vos requêtes de recherche et bien d'autres choses encore. Et voilà à quoi pourrait ressembler notre vie en 2030. L'appli de dating fixera elle-même votre rencard du jour dans le calendrier. L'enceinte connectée vous ira un discours de motivation dans l'esprit du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter ou de Star Wars selon que vous préférez dans l'enfance. Les cartes proposeront une sélection de 10 restos qui collent au goût de votre match comme au vôtre. L'appli météo rappellera de prendre un parapluie parce qu'il pleuvra aujourd'hui et proposera une alternative. Regardez quelque chose à deux chez vous. La question quoi manger avec le film ou telle série ne posera plus. Vous lancez Miyazaki et Ramen bien jeteux est déjà en route vers chez vous. Enfin, la plateforme de streaming préparera 2 playlists, une enjouée au cas où tout se passe bien et une autre plus triste si vous ne matchez pas avec votre partenaire. D'autant que demain sera un autre jour avec de nouvelles recommandations. Ce ne seront pas les algorithmes qui décideront de ce que vous allez manger, de la musique que vous écouterez, ni de la manière dont vous passerez votre temps. Mais ils analyseront votre vie et vous apporteront des sélections de solutions prêtes à l'emploi, comme si vous l'avez trouvé vous-même. Et c'est vous qui choisissez. L'essentiel, ne vous enfermez pas dans votre bulle d'infos. Et comme d'habitude, entraîne ton cerveau et à la prochaine.